ouvre la session de cette fin de mois. Et il s'agit de Romain Colonne, membre du groupe Femmes à Gours. Bonjour Romain Colonne, et merci de votre présence avec nous. Alors, pas de dossier majeur au cours de cette session. Alors, on entend beaucoup de critiques en fait sur la gestion de cette assemblée, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de rapports qui arrivent, que les investissements, entre autres, sont peu nombreux. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Il y a un manque de travail de l'assemblée? Certainement pas. Nous travaillons tous beaucoup. Après, il faut voir un petit peu, je veux dire, la différence. On hérite quand même d'un nationalisme qui est un nationalisme d'opposition depuis à peu près 50 ans, pour la période contemporaine. Forcément, on arrive aux responsabilités. Ça a cristallisé énormément d'attentes. On a fait campagne sur un changement radical. Ce changement, me semble-t-il, a commencé à opérer, mais incontestablement, le fait d'être aux responsabilités, le temps de la gestion et le temps politique n'est pas le même lorsque l'on est aux responsabilités que lorsque l'on est dans l'opposition. Pour autant, tout un certain nombre de dossiers ont commencé à émerger. Bon, j'en veux pour preuve, et il me semble, on le passe trop souvent à la trappe, mais notre rapport aux institutions, notre rapport à la démocratie qui a fondamentalement changé par rapport aux décennies précédentes. Ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place assez rapidement et qui pour autant prend beaucoup de temps. Je ne veux pas en même temps toujours ressortir le même argument, mais on ne prend pas bien, me semble-t-il, en compte la difficulté d'une fusion de 3 collectivités comme celle à laquelle on s'est confronté. Mais il y a tout un certain nombre de dossiers, notamment par rapport à la jeunesse, ou beaucoup de choses par rapport aux aides de la jeunesse, par rapport aux associations, et d'autres dossiers encore qui ont émergé, qui sont en cours de construction, d'élaboration. Donc on peut faire différents procès à cette majorité. Et sans doute l'action politique, moi j'ai toujours pensé qu'elle était perfectible. On doit pouvoir l'améliorer collectivement avec un travail aussi de l'opposition. Mais de dire que l'Assemblée de Corse ne travaille pas, non, ça c'est un faux procès. Et est-ce que les divergences internes, parce qu'elles existent au sein de la majorité, ne contribuent pas au fait que ces rapports n'arrivent pas? Par exemple, aujourd'hui devait être évoquée la charte pour l'emploi, et finalement c'est reporté au mois suivant. Est-ce qu'il y a des problèmes d'aménagement, de concertation entre les différents groupes? Alors, moi, contrairement à vous, ce qu'on peut entendre dans votre question, le fait que la majorité discute, je trouve que c'est quelque chose de bien. Je trouve que c'est un signe positif de démocratie. Après, je vais pas nier les divergences, mais moi, je le prends dans le sens contraire. Heureusement qu'il y a des divergences, heureusement qu'il y a des discussions, et heureusement qu'il y a des oppositions, même en interne. Ceci étant dit, le rapport auquel vous faites allusion est un rapport compliqué, est un rapport qui engage la collectivité de Corse, l'Assemblée de Corse, qui engage notre rapport à l'emploi. Donc, il est perfectible lui aussi, comme je le disais précédemment. Il engage forcément des discussions entre l'Assemblée, le président de l'Assemblée, l'exécutif, les différents membres. Donc moi, je ne vois pas d'inquiétude. Ce rapport, il n'est pas pressé à un mois près, comme beaucoup de rapports, et il faut qu'on discute. Maintenant, de là à fixer notre attention sur des divergences, moi, je vous le dis très tranquillement, c'est pas de langue de bois, mais je pense sincèrement qu'il est préférable qu'il y ait des discussions au sein de la majorité. Alors, sur la gestion quotidienne, c'est vrai qu'elle est importante et elle prend beaucoup de temps, mais est-ce que, là aussi c'est une autre critique, mais qui vient plutôt du camp nationaliste, est-ce qu'elle ne prend pas le pas sur les fondamentaux du mouvement nationaliste? Alors, moi, j'ai plutôt entendu le contraire depuis maintenant 3 ans et depuis 1 an que je suis élu, à savoir que souvent on mettait un certain symbolisme en avant, un certain nombre de revendications qui a trait aux fondamentaux et non pas à la gestion quotidienne. Moi, je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'on a été élu pour marcher sur 2 jambes. L'une qui est celle des fondamentaux, qu'on peut rappeler au titre de l'évolution institutionnelle, des prisonniers, de la langue, de la reconnaissance juridique du peuple corse et de tous les droits qui en découlent. Et l'autre pied, l'autre jambe, c'est celle de la gestion quotidienne. Il se trouve que la crise politique que l'on vit aujourd'hui, parce qu'il faut bien nommer les choses comme elles sont, fait que les fondamentaux, on ne peut pas en discuter avec l'État, notre partenaire principal, pour en discuter. Voilà, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'avancée là-dessus. Par exemple, si on prend celui de la langue, c'est votre spécialité, le projet Blanquer est assez compliqué à décrypter concernant la langue corse en particulier. Alors, il y a la version de la rectrice qui dit que c'est une avancée fondamentale qui n'a jamais eu lieu jusqu'alors, et puis il y a celle des professeurs de Corse qui, eux, contestent complètement cette version en disant qu'au contraire, c'est un enterrement de première place de la langue corse. Quelle est la position, quelle est votre position par rapport à cette réforme et plus globalement aux demandes que vous avez faites auprès du ministre de l'Éducation? Vous avez bien fait de rappeler, me semble-t-il, que c'est une réforme qui est assez compliquée. Récemment, j'étais au Sénat pour participer à un colloque justement sur cette réforme-là. J'ai pu échanger avec différents partenaires bretons, occitans, différentes associations, sénateurs
tous, nous avions la même position, d'une part pour dénoncer les méfaits de cette réforme, pour dénoncer aussi la complexité de cette réforme, et pour dire finalement, parce que les choses sont un peu plus compliquées qu'il n'y paraît, oui, elle renforce la langue corse pour ceux qui choisissent la langue corse. Donc là, il va y avoir, si je puis dire, une bonification, mais ça s'oppose totalement à notre politique, qui est une politique de massification et d'offrir la langue corse pour tous, finalement. Donc le rapport avec la réforme Blanquer est assez compliqué. Aujourd'hui, nous devrions adopter une résolution pour demander à ce que la langue corse soit inscrite dans le socle commun, pour que finalement, et ce qui est conforme avec notre philosophie, et notre philosophie de l'enseignement public aussi depuis les années 80 maintenant, voire un petit peu avant les années 70, c'est-à-dire d'offrir la langue pour tous. Or là, la réforme Blanquer spécialise la langue corse uniquement pour certaines personnes, et nous, ça, on ne peut pas l'accepter. Et la massification dont vous parlez, elle part aussi d'une volonté individuelle, mais aussi collective. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette volonté individuelle de la part des élèves? Visiblement, la rectrice dit que non, quoi. Est-ce que nous poserions la même question en ces termes au sujet des mathématiques ou du français, à savoir s'il y a une volonté individuelle ou collective à faire des mathématiques? Je ne crois pas. À un moment donné, moi je reste persuadé que pour que les Corses aient le choix de leur langue, que ça soit en français, en corse ou dans le cas d'un plurilinguisme d'autres langues, il faut leur donner la possibilité de choisir. Or, la possibilité de choisir intervient à travers l'obligation, la massification, la généralisation de la langue. Offrons la possibilité aux Corses, qu'ils soient, quel que soit leur horizon d'origine, leur perspective, la possibilité de faire l'acquisition de cette langue, et ensuite, lors de leur vie adolescente et adulte, ils choisiront la langue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne peut pas demander à quelqu'un de s'inscrire sur un système optionnel et ce système optionnel en faire une concurrence ou un système concurrentiel avec des fondamentaux de l'enseignement comme les mathématiques ou le français. C'est impossible. Alors, en attendant l'aval de l'État, qui risque de mettre un peu de temps avant d'arriver, vous avez un certain nombre de moyens, vous, à l'Assemblée, à la collectivité territoriale. Pourquoi vous ne mettez pas en place un certain nombre de mesures concrètes financées par l'Assemblée territoriale en faveur de cette langue? Alors, moi, je l'ai toujours dit dans toutes les interviews que j'ai pu donner à vos confrères, et je le répète aujourd'hui, l'Assemblée de Corse, la collectivité territoriale de Corse vis-à-vis de la langue corse, doit aller plus vite et doit aller plus loin. Donc voilà, je ne me cache pas derrière cette autocritique dans laquelle je m'insère. Pour autant, le dossier de la langue corse est un dossier compliqué comme tout autre. On a eu énormément de choses à gérer depuis 1 an et demi maintenant. Donc ça n'a pas été le dossier qui a été au cœur des politiques publiques. C'est pourtant un des fondamentaux. C'est un des fondamentaux. Ça commence aujourd'hui. Ça ne vous aura pas échappé que dans l'ordre du jour, par exemple, il y a un dossier très important de l'ADEC présenté par Jean-Christophe Angeline qui s'appelle Imprese et Weezing. Là, on sort du cadre éducatif. Donc, on voit passer le temps de la fusion, des premiers mois de la fusion, qu'on commence à dégager un certain nombre de pistes. Imprese et Weezing est un dossier qui, a priori, devrait passer et devrait recueillir une forte majorité, puisqu'à un moment donné, il connecte la langue corse et l'emploi de la langue corse avec le tissu économique. C'est ce que nous demandons. Donc, vous voyez, j'entends parfaitement la critique, mais on commence au bout de quelques mois d'exercice de dégager des grandes lignes à l'égard de la langue corse. Concrètement, ce projet, ce sont des mesures incitatives en direction des entreprises? Des mesures incitatives en direction des entreprises pour un emploi... Des mesures financières. Des mesures financières, bien sûr, avec une aide de l'ADEC, un contrôle aussi de l'ADEC, un accompagnement pour ce qui est la traduction, pour ce qui est l'emploi, pour ce qui est de la formation. Donc finalement, connecter la langue corse au tissu entrepreneurial. On ne peut pas se passer, il faut arrêter de focaliser notre attention de manière quasi exclusive sur l'éducation. L'éducation est un pan essentiel de la revitalisation linguistique, mais bien évidemment le pan social, économique, l'est tout autant. Il faut absolument le développer. C'est ce que nous commençons à faire aujourd'hui. Aujourd'hui par le biais de l'ADEC et j'espère demain par d'autres biais. Alors justement, on revient un instant sur l'école. La rectrice a parlé de politique d'immersion. Aujourd'hui, est-ce que la collectivité s'engage dans cette voie? Il y a 3 écoles immersives aujourd'hui en Corse, il y en a 17 au Pays Basque. Oui, alors incontestablement, on a pris du retard à ce niveau-là, et d'autres territoires, d'autres régions, d'autres associations ont pris de l'avance, notamment au Pays Basque. Nous, je vous le disais précédemment, on a fait un choix à partir des années 70 d'insister sur l'école publique. Force est de constater aujourd'hui l'école publique, donc celle de l'État, que cette même école qui avait comme projet d'anéantir les langues dites régionales, on le voit qu'elle traîne un peu de la patte pour développer les écoles et l'enseignement
l'enseignement du Corse de la maternelle à l'université, non pas de manière sectorielle comme c'est fait actuellement. Et sur la question immersive, là, il y a eu un point d'achoppement. Nous aurions dû sans doute anticiper un petit peu davantage là-dessus. Maintenant, on a bien pris conscience de l'importance de l'immersion, notamment l'école maternelle au primaire, l'introduction, bien évidemment, du Corse ensuite au collège et une généralisation au lycée. Mais cette question de l'immersion est une de nos revendications actuelles. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui en faveur de ces écoles immersives, d'autres projets que ceux qui existent déjà? Bien sûr, il y a eu un appel à projet. Après, quand vous sortez de 250 ans, vous êtes alité, où on vous dit que votre langue ne peut pas être une langue d'enseignement et encore moins d'immersion, c'est compliqué, même au niveau des représentations collectives. Mais bien sûr, il y a des projets de développement. Mais je rappelle à votre attention le fait que la rectrice dans le projet n'avait pas inscrit les écoles immersives comme quelque chose de durable. La réforme Blanquer... Aujourd'hui, l'expérimentation, il faut le savoir, était autorisée parce qu'elle concernait les écoles maternelles. Or, les écoles maternelles ne sont pas, l'enseignement en école maternelle n'est pas obligatoire en France. C'est à ce titre que les écoles immersives étaient autorisées. Donc, avec la réforme Blanquer qui rend l'enseignement des écoles maternelles obligatoire, forcément, ça mettait en péril l'expérimentation et c'est ce qu'a dit Gouraud au Sénat la dernière fois, en disant que c'était anticonstitutionnel. Et tout à fait à ce niveau-là. Donc, on voit bien que l'État n'avance pas, n'a pas une volonté farouche de pérenniser l'immersion. Parce que ça va à l'encontre du modèle qui a été développé jusqu'à présent. Or, nous y croyons, vu le contexte de domination linguistique et sociale opposé à la langue corse, nous pensons que c'est l'une des solutions pour stabiliser un bilinguisme et offrir la langue à tous. Alors, le 1er avril, oui, vous avez rencontré Jean-Michel Blanquer à Paris. Est-ce que vous avez eu des résultats de cette rencontre? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas participé à cette rencontre, je ne pouvais pas m'y rendre. Cependant, ce qui m'a été rapporté, c'est que voilà, le discours a été tout à fait courtois. Il y a eu une écoute de part et d'autre, mais nous n'avons pas avancé plus que ça sur les problèmes qui étaient mis en avant notamment par la majorité territoriale et le ministre de l'Éducation. Et depuis, vous n'avez pas eu de réponse Non, ça n'a pas. Les choses n'ont guère avancé depuis. Alors, à travers la langue, c'est symptomatique, les rapports avec l'État sont extrêmement difficiles aujourd'hui, c'est un euphémisme. Le rapport de force semble prévaloir. Comment on sort de cette situation aujourd'hui? Écoutez, nous, c'est pas pour dire l'État a tort et nous avons raison. Nous ne sommes pas rentrés dans cet hémicycle à la suite de cette élection territoriale en nous disant nous allons rentrer dans un rapport de force avec l'État. Au contraire, le paradigme, semble-t-il, a changé. Il y a eu un abandon officiel de la violence. Nous avons dit que l'État était un partenaire, incontestablement, et que nous devions le considérer comme tel et s'asseoir autour de la table. Seulement, même si vous dites et vous déclarez que l'État est un partenaire, si lui ne veut pas discuter, et nous avons des preuves un petit peu tous les jours, et la plus belle preuve a été la mise en place de la conférence des maires, où vous n'êtes même pas invité comme institution. Donc, rapport de force incontestablement aujourd'hui, oui, nous devons le renouveler, nous devons le repenser, puisque nous voulions discuter de manière tout à fait honnête et de manière tout à fait démocratique, faut-il le rappeler. Vous avez un partenaire en face de vous qui, sur la plupart des dossiers, refuse. Donc forcément, ça nous impose, en termes de gestion et en termes d'objectifs politiques, de repenser notre logiciel, notre rapport de force, tout à fait. Et quelle forme ça peut prendre, ce rapport de force? Parce que vous avez quand même des moyens extrêmement limités. Financièrement, vous dépendez aussi, quand je dis vous, c'est la collectivité de Corse, dépend beaucoup de l'État. Il n'y a pas de marge de manœuvre financière. Vous n'avez pas de pouvoir politique réel pour changer les lois. Quelle est la nature de ce rapport de force que vous pouvez inverser? Déjà, il est animé par une conviction et un idéal politique. Donc, à un moment donné, cet idéal politique fait fi aussi du rapport de force financier, de ce type-là. C'est important parce qu'on ne voit pas forcément chez les autres formations politiques. Le rapport de force, il doit passer par la constance, par le projet, par le travail et par la démocratie. Et rappeler à cet État que nous, l'idée que nous défendons, elle est là depuis 50 ans. Aujourd'hui, elle a abouti démocratiquement. Elle sera là demain. Emmanuel Macron ne sera pas peut-être toujours là. Il doit aussi se renforcer à travers tous les corps intermédiaires, les associations, tout ce qui peut être mobilisé dans la société pour dire à l'État que nous voulons une solution politique. Ensuite, il y a les corps intermédiaires et les partis politiques. Nous avons commencé à structurer FEMAGOS, il y en a d'autres. Nous n'avons pas l'exclusif sur le domaine politique. Et à la fois, d'un point de vue institutionnel, être le plus sérieux possible, que ça soit dans la gestion et dans les objectifs politiques. Donc c'est un rapport de force, moi je le crois, qui doit être collectif,
qui doit être collectif, associer l'ensemble des forces vives de la société et qui doit être permanent. Mais je vous dis pas que le combat sera facile à mener. Alors, vous faisiez allusion à la mise en place de cette conférence des maires. Elle s'est tenue mardi à Ajaccio, autour de la préfète, c'est-à-dire autour des services de l'État. Pas énormément de maires, mais enfin quand même une quarantaine. C'est un contre-pouvoir à la majorité territoriale. Vous le concevez comme ça, ou alors c'est une instance qui peut aider à faire progresser un certain nombre de dossiers? Incontestablement, dans la forme comme sur le fond, c'est un contre-pouvoir. Il ne faut pas se voiler la face. Il a été pensé comme ceci. Je ne crois pas qu'une telle mesure, une telle entreprise aurait vu le jour dans n'importe quelle autre région ou à l'égard de n'importe quelle collectivité. Comment Macron s'est beaucoup intéressé aux maires au cours de son tour de France. Oui, mais vous trouvez ça normal qu'au bout de 3 semaines après la fin du grand débat, on crée une instance qui est une instance parallèle finalement à la Chambre des territoires qui a été mise en place par la collectivité territoriale de Corse. À travers, je vous invite bien à relire le rapport présenté par Jean Biancucci aujourd'hui à l'Assemblée de Corse sur l'accompagnement et l'aide aux communes et sur notamment l'agence de l'urbanisme de la collectivité de Corse qui finalement élabore une feuille de route qui est exactement celle qu'essaie d'élaborer la préfète à l'égard des maires. Donc là, il y a une concurrence malsaine. Nous avons une compétence en termes d'urbanisme. Vous avez la présidente des maires de Corse du Sud qui dit chez vos confrères, dans les colonnes de vos confrères de Corse ce matin, que la compétence d'urbanisme est une compétence exclusive de l'État et des maires. Or, c'est faux. La collectivité de Corse a une compétence en termes d'urbanisme et d'accompagnement sur les projets structurants, sur les communes, les EPCI, les intercommunalités. Donc là, il y a quelque chose, vraiment, le président Simeone, il parle de quelque chose de malsain. J'irai encore un peu plus loin, quelque chose de dangereux, vis-à-vis des institutions qui créent un climat vraiment délétère. Ça signifie clairement que les maires nationalistes, il y en a quand même, ne participeront pas à cette conférence. Moi, je ne les ai pas consultés à titre personnel, ça je ne peux pas vous répondre, mais il ne faut pas en tout cas que l'État mette en place des structures parallèles. Nous n'avons pas... J'attire votre attention sur ce point précis. Nous n'avons pas décrié en soi le fait que l'État discute avec des maires, mais le fait que l'État discute avec des maires de manière exclusive sans que nous soyons associés. La principale institution de Corse, à l'heure où il y a une fusion des collectivités, une disparition des départements, nous sommes la principale interface avec les mairies. Nous ne sommes même pas invités à nous asseoir autour de la table. C'est impensable. Alors, autre problème, hier encore, c'est le problème des paillotes. La préfète renvoie la balle dans le camp de la collectivité territoriale en disant que les AOT, cette année, elles ont été autorisées pour partie, mais que l'année prochaine, il y en a encore moins si le PADUC n'est pas modifié. Le PADUC, c'est votre responsabilité. Alors, est-ce qu'il faut modifier le PADUC? Est-ce que vous allez modifier le PADUC? Alors, je vous réponds très clairement, sans aucun détour, sans aucune réflexion. Non, nous n'allons pas modifier le PADUC. Que les choses soient très claires, que le message soit adressé... Ça veut dire que 80 autorisations l'année prochaine ne seront pas renouvelées selon les dires de la préfète. Alors, ça, c'est de la responsabilité de la préfète. Je signale juste que la préfète délivre des autorisations cette année de manière aléatoire, sans que nous connaissions, nous, alors que nous avons demandé à être associés à la délivrance des AOT cette année pour accompagner la décision, ce qui n'a pas été fait. Elle délivre des AOT, des autorisations, sans que nous soyons associés, sur des critères que nous ne connaissons pas. Donc certains y ont droit, d'autres ne voient pas leur demande accéder de manière positive. Donc ça, c'est inacceptable, d'une part. D'autre part, nous réaffirmons de manière tout à fait claire qu'il est hors de question de modifier le PADUC en ce sens. Ce PADUC dit un certain nombre de choses à l'égard des paillotes et de l'occupation de l'espace public. Nous tenons à cette ligne directrice en rappelant quand même que ce n'est pas le PADUC des nationalistes, même si nous y avons contribué très fortement, mais c'était le PADUC qui a été élaboré sous la mandature de Paul Jacob, à laquelle nous avons contribué, en tout cas dans l'élaboration du texte et dans sa modification. Mais ce n'est pas parce que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on est en train de dire en gros, les nationalistes, vos revendications politiques ne peuvent pas aboutir, bien que nous avons été élus sur un programme de manière tout à fait démocratique. Au niveau de la gestion, vous ne pouvez pas discuter maintenant avec les maires, vous asseoir autour de la table, c'est nous qui reprenons la main. Et sur un certain nombre de dossiers qui seraient bloquants, c'est la faute du PADUC et c'est le PADUC des nationalistes. C'est juste inacceptable.
Donc, est-ce que la majorité territoriale est sur la même ligne concernant ce PADUC? Parce qu'on a vu aussi des gens qui étaient élus territoriaux, qui ont aussi des paillotes, en particulier dans la région de Porto-Vecchio, et qui ne sont pas forcément sur la même ligne que la majorité, que l'ensemble de la majorité territoriale. Ils seraient plutôt, eux, favorables à une évolution du PADUC. Alors, après, il faut voir deux choses. Il faut voir ce que le PADUC pose de manière générale et ce que doit être modifié dans le PADUC parce qu'il y a un certain nombre d'ajustements à faire, parce qu'il y a eu un certain nombre de problèmes. On l'a vu avec l'exemple de la cartographie, par exemple, qui a posé problème. Donc, les espaces agricoles. Voilà. Donc ça peut amener une réflexion. On voit bien, par exemple, qu'il y a eu une erreur. C'est des textes extrêmement compliqués, extrêmement lourds. Il y a pu avoir une erreur. Cependant, nous, la majorité territoriale, reste fidèle à ses engagements et reste fidèle au PADUC. Il n'est hors de question de modifier le PADUC. Eh bien, Romain Colonne, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Je crois que le président Talabo